Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. L'histoire de la réception française de Dante est celle d'une longue incompréhension avant que n'éclate une vague mêlée d'amour et de connaissance. Dante semble avoir guère aimé la France. Il mentionne le cimetière des Aliscamps bien avant les contre-rimes de Paul-Jean Toulet. Il dispose d'une connaissance précise de la vallée du Rhône, voire de l'Occitanie toulousaine. Il connaît quelques topologies de Paris. L'hypothèse de son voyage en France, que nous nous contentons ici de mentionner, reste le sujet d'un débat acéré. Mais surtout, il n'a qu'acrimonie contre la politique française. Des données biographiques, autant que doctrinales, rendent raison de ce rejet amer. Mais ce sentiment pour le moins ambigu de Dante envers la France n'empêche pas notre nation de rejoindre les cérémonies actuelles autour du 700e anniversaire de la mort du poète. La Société dantesque de France prend sa part, notamment dans un débat fécond avec le Centro Piorania et avec la Società Dantesca Italiana dans cette collaboration. La Société dantesque de France naquit en 2015 entre Florence et la Sorbonne. Sous l'impulsion d'André Pézard, un centre d'études dantesques exista dans le cadre du Centre universitaire méditerranéen de Nice. Il regroupa alors de grands noms de la philosophie et de la philologie française, à commencer par Étienne Gilson. L'actuelle Société dantesque de France s'inscrit dans cette tradition. Bruno Pinchard en est le principal architecte, avec Pasquale Porro. Sa revue des études dantesques paraît régulièrement. Je voudrais juste citer la fin de la lettre de fondation. Je souhaite vivement que ce projet réponde à votre attente et vienne combler un vide qui n'est pas digne des traditions françaises du commentarisme de Dante. Je vous invite donc à me manifester votre intérêt. Nous trouverons alors très vite les conditions d'un travail commun et nous aurons la joie de réveiller un culte qui ne peut que réjouir les esprits libres. Je vous laisse adhérer sur le site www.dantesque.fr et vous précommander les revues. La société compte aujourd'hui une centaine de membres. Bruno Pinchard, sous la tutelle du Centre Jean Pépin, rattaché au CNRS et dirigé par Pierre Quay, animera cette année un séminaire intitulé Dante Alighieri, analogie de l'être, analogie du poème. Il s'agira de mettre au jour chez Dante une improportionnalité entre Dieu et le monde, autour de la question des noms divins et au sein des rapports entre le visible et l'invisible. Dante lui-même ne dit-il pas que nous pouvons accéder aux arcanes de la divinité par ces traces visibles ? Citons encore un autre projet dépendant d'une autre structure de recherche. Il se revendique du Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni et du Centre d'études supérieures de la Renaissance. Son titre reprend deux vers célèbres entre tous par le pouvoir de signifiance issu du champ neuf de l'enfer. Considérez la doctrine qui se cache sous le voile de ces vers mystérieux. Du 9 au 11 juin 2021, à Paris ou à Florence, diverses lecturae dantis commenteront des chants du grand poème
particulièrement en lien avec la matière française dans le sens le plus large, en variant les plans épistémiques au sein d'un travail soucieux d'interdisciplinarité. Le projet est gouverné par Sabrina Ferrar. J'ajoute bien d'autres projets très savants ou d'une ambition plus mesurée comme celui que je vous soumets s'ajouteront bientôt et déjà à cette liste du reste non exhaustive. Il est assez légitime d'assurer que l'histoire de la réception française de Dante fait désormais partie intégrante de la dantologie française. Et du reste, faudrait-il déterminer ce qui constitue le propre de cette dernière dans le concert international des différentes sociétés dantesques. Elles forment un véritable maillage de la surface de la terre et entretiennent des liens d'amitié féconds. Peut-être revient-il à la France d'articuler, à l'aune de sa propre tradition, une dantologie transcendantale et une dantologie radicale. La première étant la condition de possibilité de la seconde. La dantologie transcendantale se fonde sur un historicisme, mais le dépasse au profit d'une pensée vivante et non figée. Elle investigue et cherche à penser la manière dont la France reçut le personnage et l'œuvre de Dante au gré des métamorphoses de sa culture. Diverses sciences peuvent être mobilisées, à commencer par l'histoire générale et littéraire, l'esthétique et la philosophie. Des approches multiples et complémentaires concourent à cette rétrospection. Par exemple, dès 1906, Albert Kunzon, avec une minutie admirable, dresse la liste de chaque mention de Dante dans la culture française, depuis les signes avant-coureurs de la Renaissance. L'ouvrage s'intitule Dante en France. En 1985, à Oxford, Michael Pitwood cerne la place de Dante selon un double principe. Il montre le peu d'écho de cet auteur et de ses œuvres jusqu'au romantisme, voire au pré-romantisme. Ensuite, en adoptant un plan qui enchaîne les grandes figures de la création du XIXe siècle, en France, il recense l'importance de Dante pour chacune d'elles. Enfin, dans un travail universitaire, puis dans un premier livre paru début 2020, j'ai essayé d'entrelacer une dantologie transcendantale et une architectonique du romantisme. Bien d'autres textes, d'un article circonstanciel au recueil livresque, s'incluent dans ce champ de recherche. Citons par exemple un ouvrage paru en 2019 sous la direction de Giuseppe Sangirardi et de Jean-Marie Fritz, Dantesque sur les traces du modèle. Il est impossible de reconstruire ici cette évolution pluriséculaire qui va de l'occultation au mépris consternant pour s'achever dans une gloire totale dont le romantisme, à commencer par les œuvres de Balzac ou de Nerval, témoigne. Avec des figures de proue comme Étienne Gilson et surtout André Pézard, le XXe siècle connut une érudition dantesque assez remarquable. Qu'en sera-t-il en ce début du XXIe siècle ? Le succès de la Société dantesque de France donne un indice de la présence de Dante. J'ai proposé de distinguer deux attitudes différentes, quoique non antagonistes, et non plus à entendre dans un ordre de succession, pour déterminer plus avant cette dantologie transcendantale. Premièrement, j'appelle dantophilie un amour singulier de Dante et de ses œuvres. Le but n'est pas l'érudition technique, critique, philologique, mais, selon la sorcellerie évocatoire, pour reprendre l'admirable expression de Baudelaire qui caractérise Dante, son œuvre vaticine et ses révélations influent un élan créateur inouï
à ceux qui se mettent à son écoute. L'un de ses premiers dantophiles est éminemment Eugène Delacroix. Je citerai ici seulement l'un de ses apophthegmes dont nous avons une année pour sonder la signification. Delacroix se parle à lui-même. Plus de Don Quichotte et de choses indignes de toi. Recueille-toi profondément devant la peinture et ne pense qu'aux Dante. C'est là ce que j'ai toujours ressenti en moi. Face à cette dantophilie, une dantologie élabore, comme l'appelle Logos le désigne, une connaissance savante de la biographie de Dante, de ses œuvres et de l'histoire de sa réception, depuis les commentaires les plus anciens, celui du Florentin anonyme, de Pietro Alighieri ou de Benvenuto di Molla, jusqu'aux grands dantologues du XXe siècle, par exemple Nardi ou Petrocchi. Pour rester dans le domaine français, Frédéric Ozanam est sans doute le premier à produire un travail d'érudition uniquement consacré à Dante en 1839, dans le sillage de Claude Fauriel notamment. Cette dantologie transcendantale, par-delà le partage non exclusif entre dantophilie et dantologie, n'est que le prélude à une dantologie radicale, dont la première émission nous esquissait quelques lignes directrices. Elle seule est à la mesure des défis redoutables de notre temps, abasourdie devant ses propres menaces endogènes. J'indiquerai 5 points qui, dans cette voie, me guident. Premièrement, la dantologie radicale présuppose, à titre de propédeutique, une dantologie transcendantale. Cette dernière requiert une méthode ou un canon herméneutique, et l'inscription de l'œuvre de Dante dans un horizon large, entre critique des sources et quête de l'influence de Dante dans l'histoire de la culture occidentale. Dante est un centre attracteur. Il synthétise l'ensemble de recherches variées dans leur nature, leur chronologie et leur contenu. Son œuvre construit une identité dans la continuité des vers à partir de la discontinuité différentielle des domaines hétérogènes. Deuxièmement, la Commedia se relie à partir de l'œuvre de Hegel. Les 3 moments du système de l'esprit absolu se réordonnent dans les 3 syllogismes à la fin de l'encyclopédie des sciences philosophiques du philosophe berlinois. Le grand poème se relie en variant l'ordre des chants. Selon Hegel, le savoir absolu ou l'esprit est toujours déjà présupposé. Par analogie, l'intuition intellectuelle du paradis 33, avec un déplacement par rapport au berlinois qui la récuse, précède et fonde la possibilité du geste polysémique de l'écriture. Ceci désigne un ordre du vrai, paradis, enfer, purgatoire, et celui de l'exposition linéaire, enfer, purgatoire, paradis. L'intuition intellectuelle précède, épistémologiquement dans sa forme et ontologiquement dans son contenu, la représentation rationnelle, symbolisée par Virgile, et l'idée se développement, symbolisée par Béatrice. Troisièmement, toute l'œuvre de Dante se fonde sur un principe, la persistance du secret. Dante ne cesse de le reconnaître. Cette intégrale du secret, ou cette discipline de l'arcane, à l'instar de ce que dit Dante sur la polysémie et sur l'intelligence des signes, conduit à une logique poétique, symbolique et allégorique. Elle réconcilie le visible et l'invisible, l'historique et l'éternel. L'œuvre expose l'un et le tout dans un jeu de miroir permanent. Elle est un mythe. Quatrièmement, la critique des sources est importante. La plupart des dantologues, avec raison, restituent la pensée de Dante en l'insérant dans les traditions
philosophiques et théologiques de son temps, sans méconnaître le rapport de cette dernière avec l'Antiquité. D'autres, assez nombreux et de manière légitime, confrontent la commedia avec les nombreux voyages d'outre-tombe du Moyen-Âge, chrétiens ou non. On la confronte aussi à la Renaissance et aux siècles ultérieurs. Il est possible de chercher attentivement la dette de Dante envers les traditions plus littéraires et autorisées. Le monde arthurien assumé en sa complexité, le symbolisme médiéval, les traditions ésotériques. Cinquièmement, Dante produit des formes non fixes. Elles sont animées d'un principe de variation interne et se déploient selon leurs différents aspects au sein de son œuvre. Elles possèdent des strates signifiantes en variation continue. Chacune des formes forgées par Dante est, comme une monade, l'unité d'une multiplicité. La vie de la dantologie est l'enrichissement de la compréhension de cette stratification. Dante produit une monadologie poétique et mythologique. L'œuvre s'étudie en deux sens, analytique et synthétique. Premièrement, il faut investiguer la manière dont une même forme se diffracte sur le modèle de la lumière blanche à travers un prisme dans la totalité du corpus. Ceci prend en compte chacune des strates, chacune des variations de cette même forme. Deuxièmement, il faut reconstruire l'unité de cette forme, recréer l'ordre d'enchaînement des variations, la série interne à la forme poétique ou à la monade mythologique, afin de la restituer à la connaissance de son unité. À ce prix, Dante est bien l'un des génies flambeaux de l'humanité, au sens du William Shakespeare de Victor Hugo. Nous nous retrouverons prochainement, toujours grâce à l'aimable travail de LDV Media, pour présenter une émission consacrée à la vie de Dante et aux problèmes qu'elle soulève. Je vous remercie, à bientôt. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.